Bonjour à tous. Nous allons commencer la réunion de notre commission. Donc, je remplace aujourd'hui notre président Pierre-Alexandre Anglade qui accompagne le président de la République dans sa visite d'État au Royaume des Pays-Bas. Et donc, comme vice-président, j'assure la suppléance. Alors, nous avons 3 points à l'ordre du jour. Tout d'abord, un texte sur l'interdiction des additifs nitrés dans les produits de charcuterie avec Richard Ramos comme rapporteur. Ensuite, un texte pour le respect du droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée, suite à une proposition de résolution présentée par les Républicains. Et enfin, un 3e point à l'ordre du jour, puisque nous devons, de façon formelle, je crois aussi nommer un rapporteur. Nous allons donc commencer par le premier sujet, l'interdiction des additifs nitrés dans les produits de charcuterie. Je vais laisser, sans plus attendre, la parole à notre collègue Richard Ramos. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le prolongement finalement de ce qui a eu lieu dans l'hémicycle il y a quelques jours, auxquels je salue également les groupes écologistes, LFI, communistes, également le RN, le MODEM, par ma personne, d'avoir entamé un chemin qui est un chemin que j'espère européen. Donc, chers collègues, c'est avec plaisir que je vous propose aujourd'hui de porter ensemble le combat pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous au niveau européen. La proposition de résolution européenne qui a été déposée appelle à l'interdiction des additifs nitrés dans la charcuterie par l'Union européenne. Mes chers collègues, posons-nous une question simple. Pourquoi devrions-nous continuer à autoriser l'ajout des additifs nitrés E249, 50, 51 et 52 dans la charcuterie européenne? Nous savons aujourd'hui que ces substances sont dangereuses pour la santé des consommateurs. Il y a, et c'est nouveau, un consensus scientifique aujourd'hui qui n'est pas discuté, qui est discuté par personne. Ce consensus scientifique, il est clair. Je salue d'ailleurs à cette occasion la mémoire du regretté Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Quelques semaines avant sa mort, Axel Kahn écrivait au ministre de l'Agriculture et m'envoyait un SMS pour me dire qu'il fallait continuer ce combat, qui était un combat juste, parce que, et il l'avait écrit dans son premier rapport de doctorat, le nitrite dans la charcuterie, ça tue. Ce dernier a très tôt alerté sur le caractère cancérogène des additifs nitrés en s'appuyant sur de multiples et solides preuves scientifiques. Je rappelle que le Centre international de recherche sur le cancer, rattaché à l'OMS, a classé en 2015 la charcuterie nitrée comme cancérogène pour l'homme. Les derniers travaux de l'ANSES, je ne parle pas sur l'ANSES côté autorisation de mise en marché, qui était très très attendu, a publié en juillet 2022 un rapport qui confirme ces résultats. Il existe bien, ouvrez les guillemets, c'est l'ANSES qui parle et donc les scientifiques, il existe bien une association positive entre l'exposition aux nitrites ou aux nitrates via la viande transformée et le risque de cancer colorectal. D'autres études démontrent l'augmentation des risques de cancer du pancréas et de l'intestin, mais aussi l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Il y a donc consensus aujourd'hui scientifique. Aujourd'hui, que ce soit au niveau français ou européen, il y a un consensus sur la mortalité. Je rappelle également que sous bande vidéo, les industriels de l'agroalimentaire et des charcuteries, par son président, M. Vallat, a dit sous bande vidéo, dans une audition au Parlement, qu'il reconnaissait que ça tuait. Il avait donné le chiffre à l'époque de 1200 morts, alors qu'Axel Kahn disait entre 4000 et 5000 morts. Mais pour la première fois, ici, à l'Assemblée nationale, sous bande vidéo, il était reconnu que ça tuait par les industriels eux-mêmes. Tout se joue lors de la fabrication de cette charcuterie, et sa cuisson et son ingestion. Les additifs nitrés se transforment en composés nitrosés, des substances toxiques à l'origine de nombreux cancers constatés. J'attire votre attention également sur l'avis scientifique sur les nitrosamines publié fin mars par l'EFSA. C'est-à-dire qu'ici, à cette commission des affaires européennes, au-delà de l'agence scientifique française, l'EFSA
il y a quelques semaines, vient de dire également les dangers du nitrite dans la charcuterie. L'Agence d'évaluation européenne conclut sans embâche que le niveau d'exposition aux nitrosamines dans les aliments, ouvrez les guillemets, constitue un problème de santé publique et un problème sanitaire pour tous les consommateurs européens. Nos concitoyens, surtout les plus fragiles, tels que les enfants et les femmes enceintes, sont exposés à des doses supérieures aux valeurs recommandées. Je vous rappelle que pour un produit cancérogène, il n'y a pas de dose journalière. Les doses journalières ne sont pas admises sur des produits qui sont des produits cancérigènes. Vous reconnaîtrez, chers collègues, l'urgence à agir pour protéger la santé de nos concitoyens. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'attentisme. Le plan d'action du gouvernement sur les nitrites nous propose à court terme de réduire les teneurs maximales autorisées. J'y vois simplement un cap partagé, un horizon qui nous rassemble. Peut-être que la vitesse du chemin n'est pas la même. Le plan d'action précise bien que l'objectif est d'aboutir à la suppression des additifs nitrés partout où cela est possible, à moyen et long terme. Ce plan commence au départ, le plan du gouvernement, par reconnaître dans le plan que les nitrites dans la charcuterie sont bien mortels, notamment par la formation de cancers colorectaux. Brillat-Savarin écrivait « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent ». Nous avons ici, à cette commission des affaires européennes, de bonnes raisons d'espérer en la matière, puisque des milliers de tonnes de charcuterie sans nitrite, sans nitrate rajouté, sont d'ores et déjà vendues depuis 1917 dans les rayons de nos supermarchés, ainsi que par des centaines d'artisans en Europe. Ne nous y trompons pas, des centaines de millions de tranches sont mangées chaque année sans nitrite, sans aucun retour de botulisme et de salmonellose. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui la preuve, plus que dans des laboratoires, que le sans nitrite est possible et qu'il est non dangereux, puisque nous avons sur 5 ans des centaines de millions de tranches qui se mangent sans nitrite. Preuve en est d'ailleurs, puisque des millions de tranches sont mangées chaque année sans retour de ce botulisme. Cette consommation massive sans nitrite met fin aux allégations des lobbyistes sur d'éventuels risques sanitaires des additifs de substitution. La France avance, l'Europe s'interroge pour réduire les dangers des additifs nitrés. Ces efforts sont malheureusement insuffisants, alors que l'interdiction de ces substances est inéluctable. C'est le sens du chemin européen que je vous soumets aujourd'hui, qui repose sur 3 axes. D'abord, nous pouvons conforter les connaissances scientifiques actuelles, afin notamment de mieux mesurer l'exposition de l'ensemble des composés nitrosés pour sa dangerosité. Ensuite, nous devons interdire au niveau européen, je dis bien européen, l'emploi des additifs nitrés dans la charcuterie. La Commission européenne propose aujourd'hui une trajectoire de réduction des doses qui est moins disante que la France. Ces disparités réglementaires créent des distorsions de concurrence. L'interdiction européenne est donc une mesure qui nous permettra d'assurer, par le haut, le terrain à jeu égal avec l'ensemble des producteurs européens. Enfin, il s'agit d'accompagner juridiquement, techniquement et financièrement les fabricants de charcuterie dans leur transition. L'interdiction doit être progressive, je propose un délai de 4 ans et d'adapter à chaque catégorie de charcuterie. Pour conclure, je rappellerai que la France, c'est notamment l'art du bien vivre et du bien manger. Il ne tient qu'à vous de faire valoir ce patrimoine en Europe. Chers collègues, la santé des consommateurs doit être l'un des sujets de convergence. Je vous propose de débuter ce travail ambitieux aujourd'hui, ensemble, à la Commission des affaires européennes. Je vous remercie. Merci Monsieur Ramos, chers collègues. Nous allons passer aux interventions de groupe. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Denis Masseglia. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Les nitrites et nitrates représentent bien entendu un sujet d'intérêt sanitaire pour la collectivité. Vous l'avez d'ailleurs fort bien présenté. Alors que leur nocivité a été clairement réaffirmée par un rapport de l'ANSES en juillet 2022 et qu'il est recommandé de réduire leur utilisation. Cependant, si cette proposition de résolution européenne a le mérite de traiter d'un sujet qui doit tous nous concerner, elle le fait en proposant des solutions déséquilibrées. Déséquilibrées d'abord pour nos petites et moyennes entreprises, en prévoyant un calendrier d'interdiction trop rapide pour permettre une adaptation efficace. Par ailleurs,
En ce qui concerne l'utilisation unilatérale par la France de la clause de sauvegarde permettant de suspendre l'utilisation des nitrites des productions françaises, cela reviendrait à exposer le marché français à une concurrence accrue de la part des produits venant des pays de l'Union européenne, mais également hors de l'Union européenne. Les solutions de cette PPRE sont déséquilibrées ensuite, car l'interdiction des additifs nitrités à échéance courte reviendrait soit à supprimer certains produits de charcuterie, soit à faire courir des risques sanitaires aux consommateurs dans la mesure où les substituts aux nitrites sont insuffisamment vérifiés. Par ailleurs, certains de ces substituts produisent eux-mêmes des composants nitrosés. En outre, bien que le rapporteur ne voit sur ce sujet qu'une seule solution vertueuse, celle de l'interdiction, il faut souligner que la réduction significative d'additifs nitrés dans la charcuterie prévue par le plan d'action du gouvernement présenté il y a quelques jours, le 28 mars dernier, constitue une démarche volontariste. Ainsi, dès les prochaines semaines, devront être constatées une baisse de 20% des additifs nitrés introduits dans les charcuteries les plus consommées, ainsi qu'une baisse de 25% des additifs pour les saucisses, les saucissons, les rillettes, les andouilles et les andouillettes. En l'état, ce plan accompagne efficacement le secteur vers une sortie des additifs nitrés sans mettre en danger l'activité des petites et moyennes entreprises. Dans ce même élan, l'avis publié en printemps 2023 par l'EFSA, l'Agence alimentaire de l'Union européenne, et remis à la Commission européenne, témoigne de la volonté des autorités européennes de se saisir de cette problématique. La France a d'ailleurs annoncé qu'elle allait se mobiliser pour mettre en œuvre un alignement de la norme communautaire sur la nouvelle norme française en termes d'utilisation d'additifs nitrités. Parce qu'il nous apparaît que la voie d'une réduction progressive, mais claire et volontariste, est la plus susceptible d'assurer tout à la fois l'impératif de sauvegarde de la santé des consommateurs sans risquer de déstabiliser la filière alimentaire importante pour notre pays, le groupe Renaissance s'opposera à cette PPRE. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Thomas Ménager. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je me réjouis tout d'abord que ce sujet soit proposé à l'examen de notre commission. En effet, tout le monde ici pourra reconnaître le travail abattu depuis des années par notre collègue et rapporteur Richard Ramos dans la lutte contre ces additifs et pour une amélioration de nos standards alimentaires. Cette question donc, qu'il a contribué à amener dans le débat public par une proposition de loi votée sur la présente législature est importante à plusieurs titres. Ça a été dit, ça relève d'un débat de santé publique majeur. La charcuterie, c'est un produit populaire que l'on retrouve dans quasiment toutes les assiettes et qui contribue à l'équilibre alimentaire. En 2021, plus de 212 000 tonnes de jambon, pour ne citer que ce produit, ont été achetés par nos concitoyens. Mais sociologiquement, les plus gros consommateurs de charcuterie sont les foyers dits modestes, qui en consomment près de 26 kg par an. Bien souvent parce qu'ils y sont contraints. Ils se tournent vers des produits peu chers, traités au conservateur et peu qualitatifs d'un point de vue nutritionnel. Ils sont les plus exposés donc aux additifs nitrés et aux problèmes de santé qui peuvent en découler, notamment les cancers, comme l'a démontré l'ANSES. Se poser la question de la présence et de la quantité des nitrites dans les produits alimentaires, c'est donc contribuer à la santé publique et au bien-être de l'ensemble des consommateurs, et notamment les plus fragiles, notamment cette période d'inflation alimentaire. Mais cette proposition de résolution doit permettre aussi de parer d'éventuelles distorsions de concurrence. La France s'est engagée dans une trajectoire de réduction de l'utilisation des additifs, comme l'avait initié précédemment le Danemark. Il est capital que l'ensemble des pays européens s'accordent sur cette réduction de ces produits et que notre pays ne soit pas à nouveau lésé en prenant des mesures plus restrictives qu'exigées. Il faut bien entendu veiller à ce que le cas où une suppression devait être actée à terme, elle doit être progressive, concertée avec l'industrie, notamment les plus petites PME, ça a été dit, pour prendre en compte les intérêts de notre industrie agroalimentaire française. L'autorité européenne de sécurité des aliments doit donc s'emparer de la question, c'est important, et émettre des recommandations uniformes. Elles devront être strictement suivies par les 27 États membres afin de préserver la compétitivité de notre production agroalimentaire et le savoir-faire français qui doit être notre boussole. Il serait inadmissible que notre pays soit à nouveau victime d'une distorsion de concurrence comme notre industrie, notamment agroalimentaire, en a déjà malheureusement trop connu. Donc nous attendons donc de la Commission européenne qu'elle veille au respect des règles dans l'intérêt des consommateurs, des producteurs et de la France.
Le gouvernement doit tenir fermement cette ligne et se battre pour notre production nationale en ne surtransposant pas les règles européennes, mais aussi en veillant à ce que des produits extra-européens puissent être contrôlés et conformes aux standards imposés à notre industrie quand ils arrivent sur notre sol. Cette proposition de résolution, si elle suit ce que je viens de vous dire, va globalement dans le sens de la préservation de la santé publique, même si elle ne doit pas faire oublier la sauvegarde des intérêts de la France, ce qui est la boussole du Rassemblement national. Et donc, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Monsieur Amar, vous voulez prendre la parole pour le groupe LFI ? Oui, très brièvement, vous remercier, monsieur le rapporteur. Cette proposition de résolution va dans le bon sens. Je ne reviens pas sur l'ensemble des éléments que vous avez évoqués, mais qui viennent bien confirmer ce que notamment notre collègue Loïc Prudhomme, par le passé, dans une mission d'information, avait engagé comme travail et, je crois, nous a culturés à avoir un bon niveau de connaissance quant aux enjeux sanitaires que vous rappelez là. Moi, ce que je constate, c'est qu'il en va de l'intérêt général de fixer le cap, de mettre un coup d'arrêt et, bien entendu, de prendre en compte des réalités des différentes filières et commerces qui sont concernés par cette bifurcation indispensable au niveau sanitaire. Voilà pourquoi nous voterons en faveur de votre proposition, tout en étant sensible aux arguments qui visent à accompagner notamment le commerce et nos concitoyens modestes dans leur choix alimentaire. Nous le ferons d'autant plus que nous avons bien identifié la férocité avec laquelle le lobby de la charcuterie s'est mis, comme par hasard dans ce contexte, en œuvre pour porter des coups à des ONG qui s'intéressent à ces questions sanitaires. Et puis par ailleurs, cela ne doit pas aussi nous faire perdre de vue, et je finis avec ça, qu'à l'heure du dérèglement climatique, il est peut-être aussi temps de compléter cette urgence sanitaire que nous évoquons là, d'une urgence climatique qui est aussi de sensibiliser nos concitoyens au fait qu'il y a d'autres protéines que la protéine carnée pour s'alimenter de manière équilibrée et que notamment 1 kg de protéines végétales, c'est 3 à 4 fois moins d'eau utilisée que 1 kg de protéines carnées. Je vous remercie. Madame Karamanli pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, d'abord, pour notre groupe socialiste et apparenté, 2 éléments que je voulais rappeler ici. D'abord, un point sur le principe de l'interdiction des nitrites et l'autre point qui porte sur la question de la recherche en faveur d'alternatives sûres. Le projet donc de rapport qui pose la question de l'interdiction par l'Union européenne des nitrites dans l'alimentation se fonde notamment sur les risques sanitaires associés à l'ingestion d'additifs nitrés dans la charcuterie, et nous partageons la préoccupation du rapporteur de soutenir une interdiction à toute connaissance de cause, et ce après que l'expertise publique ait eu lieu dans notre pays. D'ailleurs, je tenais aussi à saluer et rappeler que sur cette question, les travaux initiés par notre ancien ministre ici présent, Guillaume Garot, qui effectivement ne peut que confirmer par sa présence justement notre engagement dans ce domaine. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler aussi que les autorités de santé confirment un lien entre ces additifs et les risques de cancer. Et il est important d'interdire donc un produit lorsque de forts soupçons de dangerosité existent. L'article 168 traite de fonctionnement de l'Union européenne, oblige celle-ci à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Et de plus, l'Union dispose de nombreux leviers pour assurer la sécurité sanitaire et alimentaire, traités internationaux, y compris commerciaux, règles coutumières de droit international. Donc, en l'espèce, il existe une obligation de diligence, au terme de laquelle les États sont tenus de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition afin de prévenir justement les dommages causés de toute activité placée sous leur contrôle. Pour l'heure, je voulais rappeler aussi que ce dernier cas
l'Union européenne et les États-Unis ont eu une responsabilité conjointe. Pour l'heure, malgré les recommandations sanitaires, le gouvernement semble plutôt suivre l'avis de certains professionnels qui mettent en avant les difficultés techniques de produire sans nitrite. Le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, développe les mêmes arguments. Si j'étais le gouvernement, je me permettrais de dire que, ou l'Union même, je prendrais plutôt le problème par l'autre bout. Nous sommes bien conscients des enjeux économiques et dans le cas de dangerosité de produits, une étude est faite aux États-Unis qui a montré que les entreprises abandonnaient l'utilisation d'un produit plus rapidement que les autorités publiques, ne le réglementaient de peur de procès et de voir les consommateurs se détourner de leurs produits. Ainsi donc, les entreprises qui ont accès à des solutions techniques aux effets équivalents, mais sans danger, doivent pouvoir mettre en œuvre justement un échéancier de mise en conformité. Enfin, la France et en Europe, l'identification des dangers doit conduire à mettre le paquet sur la recherche et l'innovation porteuse de sécurité alimentaire. Et pour toutes ces raisons, notre groupe soutiendra et soutient par le vote cette résolution et le rapport qui a été présenté par notre collègue. Pour le groupe écologiste, Madame Rigol. Bonjour, merci Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Richard Ramos pour ce travail nécessaire contre les nitrites. Je déplore cependant que la tentative d'avoir une évolution sur le plan de la législation française ait échoué il y a quelques jours, le 6 avril, lorsque nous l'avons proposé dans le cadre de la niche écolo. Je ne vais pas rappeler tout ce que j'ai défendu à ce moment-là au perchoir, mais on a un enjeu majeur qui est à la fois sanitaire, climatique, alimentaire, de santé. Et on ne peut pas continuer sans arrêt à faire semblant que ça pourrait attendre un petit peu demain. Il y a une urgence particulière à agir, au moins en respect du principe de précaution pour interdire ces nitrites et faire en sorte de protéger la santé des gens. Il ne s'agit pas de rappeler toutes les fois où en France, en Europe, on a laissé passer des produits qui ont causé énormément de dégâts sur des personnes. Il ne s'agit pas de rappeler le coût que ça a eu pour notre santé, pour notre économie, pour l'ensemble de la société. Il s'agit d'essayer d'agir un petit peu en prévention et pas systématiquement en réaction. Et donc, merci énormément de porter ce texte à l'échelle à la fois et européenne. Pour le groupe GDR, Monsieur Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Pour être franc, quand je me suis penché sur cette proposition de résolution de mon ami Richard, j'ai dit qu'il faut être attentif quand même à ce qu'il n'y ait pas des excès dans tout ce qu'il peut proposer pour échanger avec lui. C'est vrai qu'il a quelquefois des envolées qui nous obligent à bien garder les pieds sur terre. Donc j'ai eu 3 étapes. J'ai eu d'abord une étape que je qualifierais de dubitative, j'ai eu une étape consultative et j'ai eu une étape décisionnelle. Sur l'étape dubitative, c'est vrai que j'ai trouvé que les considérants étaient peut-être plus sévères ou du moins analyser l'étude de l'ANSES. Moi, là, dans l'étude de l'ANSES, j'avais vu qu'il y avait une préconisation de réduire l'utilisation des additifs nitrités dans les charcuteries tout en conditionnant impérativement ces diminutions à des mesures compensatrices de manière à éviter l'augmentation des toxi-infections alimentaires. De la même manière, ce que j'avais cru lire, c'est que cette réduction serait possible à condition de raccourcir sensiblement les dates limites de consommation. L'ANSES dit avoir analysé, etc., et faisait ces constats. Quant au gouvernement, de son côté, dans le plan d'action, considérait qu'il y avait 99% de la population adulte et enfants qui ne dépassaient pas les doses journalières admissibles d'exposition aux nitrites et aux nitrates. Donc c'était ma phase dubitative, en lisant tout ça et en me méfiant effectivement quelquefois de quelques excès possibles. Ensuite, j'ai eu une étape consultative. J'ai téléphoné à des artisans de la circonscription que je représente ici. Quand je dis artisan, c'est pas forcément le charcutier qui est tout seul derrière son étal ou dans son atelier, mais j'ai notamment dans ma circonscription à Saint-Anthem exactement une TPE qui a 15 salariés, qui fait beaucoup de saucissons, de jambon que j'ai appelé, qui me dit que pour lui, ça poserait pas de problème dans la mesure où il y avait un délai. Et il me dit, j'ai encore en stock des produits qu'il faut que j'écoule. Donc j'ai été surprise que je m'attendais à avoir beaucoup plus de réticence venant de cet artisan, donc que je vais d'ailleurs rencontrer samedi prochain pour visiter son entreprise, et qui m'a en quelque sorte apaisé sur les conséquences que ça pourrait avoir.
Ensuite, j'ai étudié, bien sûr, c'est l'étape décisionnelle, je me suis rendu compte que sur les préconisations, bon, concernant les risques, il y a l'exposition des consommateurs, il y a une démarche scientifique qui est faite. En fait, une démarche scientifique, inviter la Commission européenne à saisir de nouveau l'EFSA d'une demande d'avis scientifique. Ensuite, appel l'ANSES et l'EFSA à placer l'évaluation des risques liés aux additifs nitrés parmi les priorités, etc. Donc, par rapport à ça, moi, ça me semblait complètement acceptable. Ensuite, il y a la deuxième partie sur l'interdiction européenne des additifs nitrés dans les produits de charcuterie. Bon, complètement d'accord avec le fait d'appeler la Commission européenne, les États membres ou toute partie intéressée à initier d'urgence une procédure de mise à jour. Bon, pas de problème. Propose de prévoir une période de transition de 48 mois qui répondait à certaines inquiétudes que je pouvais avoir, mais qui avaient été levées par l'échange que j'avais eu avec un professionnel. J'avoue être plus réticent sur la clause de sauvegarde, je termine, la clause de sauvegarde qui peut créer, si la décision est prise unilatéralement au niveau de notre pays, une distorsion de concurrence. Et parce que derrière tout ça, il y a un accès au produit qui est lié à l'apparence du produit et tout ça. Il peut y avoir des conséquences négatives, mais pour autant, le bilan pour moi, après ces 3 étapes, est globalement positif. Hein, et donc, je voterai cette proposition de résolution. Merci, Monsieur Chassaigne. Monsieur le rapporteur, je vous propose de répondre à toutes ces interventions. Et puis, s'il y a des orateurs qui souhaitent encore s'exprimer, on peut encore faire un tour de parole. Non, simplement, les choses ont été dites. Je pense qu'on ne peut pas avoir 2 alimentations en France, une pour les pauvres et une pour les riches, et c'est pareil en Europe. Aujourd'hui, des millions de tranches se mangent sans nitrite. Donc, quand on nous raconte que les produits sans nitrite, on ne serait pas sûr, est-ce à dire que tous les industriels français seraient des gens malhonnêtes et mettraient sur le marché des produits qui tuent les Français? Et donc ça, ce sont les lobbyistes qui ont raconté cette affaire-là. Ils ont mis des millions d'euros dans cette affaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit mener ce combat français au niveau européen. Les pauvres ont le droit de manger de la charcuterie qui ne tue pas. Aujourd'hui, on sait que ça tue. Et donc, le vote qui a lieu là maintenant, ça va être, est-ce qu'on continue à tuer les plus pauvres? Parce que c'est ça la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs ont dit que ça tuait. Moi, aujourd'hui, vous savez, ça fait 5 ans que je suis sur ce sujet-là. Si je n'avais pas cette certitude-là posée par l'ANSES, posée par l'EFSA, posée par l'ensemble de la science, je ne me poserais pas. Et ce qui me gêne, c'est de voir 2 alimentations. Il n'y aurait pas dans nos supermarchés 2 produits. Je me poserais des questions. Mais aujourd'hui, tous les industriels, 100% des industriels, ont une gamme sans nitrite. 100% des industriels. 100%. Et aujourd'hui, vous le voyez dans le rapport de l'ANSES qui dit que notamment sur la femme enceinte, au 43e jour, quand c'est un garçon, il y a des risques d'infertilité pour le garçon s'il mange du nitrite. On mange de nitrite dans cette semaine-là. Et donc aujourd'hui, on doit protéger. Le temps qui est donné est un temps long. C'est un temps qui est de 4 ans pour le Parlement européen et qui s'appuie également sur une demande avec l'EFSA. Et donc aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de prendre ce chemin-là pour protéger les plus pauvres. Parce que, ne l'oublions pas, autrefois, les riches mangeaient de la viande et les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les plus riches, j'ai envie de dire, mangent des légumes et les plus pauvres ne doivent pas avoir de la mauvaise protéine. J'ai une demande d'intervention de M. Misgaro. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste soutenir la démarche de Richard Ramos. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est la seule façon d'avancer vraiment. Je veux témoigner de ce que, comme ministre de l'agroalimentaire, c'était maintenant, il y a près de 10 ans, j'avais essayé à l'époque de pousser les feux sur ce dossier-là. Je veux témoigner aussi des résistances que j'avais connues à l'époque. Mais je veux dire aussi que beaucoup d'acteurs économiques, d'industriels, se sont battus pour qu'on puisse produire de la charcuterie sans nitrite, considérant que c'était une attente profonde de notre société et qu'il fallait y répondre et que pour ça, il fallait mettre des moyens dans la recherche et le développement, ce qu'ils ont fait. Et ce qui est très intéressant dans ce que nous a dit Richard Ramos à l'instant, c'est que maintenant, on a le recul de ce que c'est qu'une charcuterie sans nitrite. Et que ça n'a pas déclenché des vagues de botulisme là où c'est consommé. Donc il faut redire les choses factuellement. Et puis ensuite, je pense qu'on a un impératif de cohérence
tout ce qu'on est. On est ici à la Commission des Affaires européennes. Qui, parmi les institutions avec lesquelles nous travaillons, a levé ce lièvre, finalement, de l'aspect cancérogène des nitrites? C'est précisément une étude européenne. Rappelez-vous. Donc aujourd'hui, si on veut être parfaitement cohérent, il faut qu'on puisse agir à l'échelle européenne. Et là encore, Richard Amos l'a très bien dit, si on veut éviter des distorsions de concurrence, c'est là et seulement là qu'il faut agir. Ou plutôt d'abord là qu'il faut agir. Donc autant d'arguments à mes yeux pour soutenir sans réserve ce que propose aujourd'hui le rapporteur. Je vous invite à joindre vos voix pour que cette résolution puisse être adoptée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Garot. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Monsieur Masséglia. Merci, Monsieur le Président. Et je vais faire une prise de parole en deux parties. Une première sur la forme, une seconde sur le fond. Déjà sur la forme, c'est vrai qu'avant de venir, j'avais préparé ma prise de parole avec le document, la proposition de résolution européenne qui nous a été proposée. Et là, je vois qu'on a un amendement qui réécrit l'intégralité de la proposition de résolution. Il y avait sur la précédente 12 alinéas. Là, il y en a 48, 4 fois plus. Moi, j'aimerais bien que m'accompagner, m'aider, parce que j'ai travaillé le sujet sur les 12 alinéas. Là, il y en a 48. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui est prévu? Franchement, dans un sujet aussi important, et je partage votre avis sur l'importance de ce sujet, avoir une évolution aussi massive, une fois arrivé ici en commission, je trouve que c'est dommageable pour nous, les députés, nous permettre de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Maintenant, sur le fond. Vous n'êtes pas... enfin, on est tous des élus qui prenons du temps à rencontrer nos industriels et étant députés d'un territoire rural, agricole, dans lequel l'agroalimentaire est aussi omniprésent, bien entendu. Comme vous tous, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains industriels qui partagent en fait la vraie volonté de réduire les produits à base de nitrate et de nitrite. Vous l'avez dit, ils ont aussi beaucoup mis en œuvre de produits sans ces types de composants. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour trouver leurs clients parce que, ne serait-ce que pour le jambon, et vous le savez, c'est pas la même couleur. Et quand on achète depuis des années un jambon qui est rose, quand il est un peu rose, gris, marron, ça déstabilise. Ah mais je ne remets pas en cause la qualité gustative du produit. Je pointe le fait que quand ça arrive sur les supermarchés, ça pose un souci. Ça interroge. Et là-dessus, voilà, moi je vais avoir deux remarques. Il faut que je fasse vite. Oui. 2 minutes. Ouais. Excusez-moi, je vais faire vraiment vite pour avoir les réponses de Monsieur le rapporteur. Avec Monsieur Chassaigne, donc on peut... Voilà, je vais faire vite. Alors, premièrement, mon inquiétude, c'est comment on s'assure que demain on ne se retrouve pas avec des produits qui viennent d'en dehors de l'Union européenne, parce que c'est bien de définir des règles pour nous, mais en même temps, si c'est des produits qui viennent d'ailleurs, on n'a rien gagné aux consommateurs. Première question. Et deuxième remarque que je vais avoir, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, la société est en train d'avancer. Pourquoi imposer alors que de toute façon, le consommateur dans l'avenir va, je pense, naturellement se tourner vers ces produits-là. Pourquoi vouloir imposer quelque chose qui pourrait arriver naturellement et de tout, en essayant d'amener tout le monde avec nous? Voilà, j'ai été rapide, désolé. Je rappelle juste, oui, désolé, donc c'est 3 minutes pour les orateurs de groupe et 2 minutes pour les orateurs simples. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Allez-y, Monsieur Chassaigne. J'ai une question justement par rapport à la modification, l'amendement. Ce que je vois notamment de nouveau dans la dernière rédaction, sauf si je lis trop rapidement, c'est la clause de sauvegarde qui apparaît. Est-ce qu'elle y était? Je ne crois pas. Elle y était? D'accord. Mais alors, il y a la clause de sauvegarde qui est en 6. Ensuite, il y a en 8, propose de prévoir une période de transition de 48 mois entre l'entrée en vigueur du règlement d'exécution, prévoyant l'interdiction des additifs. Est-ce que ce règlement d'exécution fait uniquement allusion à l'éventuel règlement européen? Ou est-ce que ce règlement d'exécution concerne aussi la clause de sauvegarde? Parce que la clause de sauvegarde, s'il était prise, elle serait d'effet immédiat.
Monsieur le rapporteur. Non, c'est pas effet immédiat, ça revient sur le calendrier européen et sur la réponse. Ce qu'il y a eu de différent, c'est qu'on a mis du temps au temps. On a rajouté 4 ans. Pourquoi? Parce que entre-temps est tombé l'EFSA, ce qu'a dit l'EFSA sur les dangers des nitrosamides, et donc il m'a semblé important. Puis il y a eu des auditions qui ont un peu modifié, je dirais, notre travail, qui a permis de mettre un peu plus de temps sur cette affaire-là. Voilà. Je vous remercie. Oui, exactement. À partir de la décision. À partir de la décision. Ce qui fait un délai encore plus long. C'est pour ça que je dis on a laissé du temps au temps. Et ça nous a été... Ce qui a été important également, c'était de mettre des transitions. Et donc on a voulu mettre des transitions. C'est pour ça qu'on a modifié des choses qui ont été plutôt à l'adoucir et à mettre plus de temps, qui ont été dans les auditions. Voilà. Et notamment un fonds qui permet aussi une certaine transition, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat entre industriels et charcutiers petits. Il y a beaucoup de petits charcutiers. À Aurillac, notamment, l'école de charcuterie ne fait que du sans nitrite. Et donc aujourd'hui, même les petits charcutiers, on a des centaines de charcutiers en France qui sont sans nitrite sur les petits. Mais on a accompagné cette transition-là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Et après, on va passer à l'examen de l'amendement et puis le vote final. Non? Bah écoutez, alors on passe à l'examen de l'amendement. Monsieur le rapporteur, c'est votre amendement, on vous laisse le présenter. Oui, vous l'avez compris, c'est un amendement global qui permet, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points, qui permet de trouver un chemin européen sur une interdiction, parce qu'on ne peut pas, quand un produit est cancérogène, avéré, on ne peut pas dire on va attendre que le consommateur doit le faire de lui-même. Je pense que notre rôle des élus, qu'ils soient français ou européens, c'est de protéger les consommateurs. Et donc quand on sait maintenant, puisqu'il n'y a plus de débat sur le sujet, même au ministère, sur la mortalité, ce n'est pas d'attendre que les gens le fassent par eux-mêmes. Il faut que la loi protège, ici en France et en Europe, le consommateur. C'est pour ça qu'on a été élus. Est-ce qu'il y a une défense pour ou contre cet amendement? Non. Bah écoutez, on va passer au vote. Alors, qui est pour l'amendement? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? Alors, j'ai pas vu. Levez bien les mains, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mains au fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'amendement est rejeté. Attendez. On peut... il y avait... Ouais, pardon, je ne crois pas non plus. Ah. Qui est pour? Pardon. Refaites, oui. Relevez la main. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour. Contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'amendement est rejeté. Donc, avant que je mette aux voix, est-ce qu'il y a des explications de vote que les groupes voulaient apporter? Non. Donc, je vais mettre aux voix le texte, du coup, dans sa rédaction initiale, qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 9. Qui est contre? Même vote. 10. Le texte est rejeté. Est-ce que monsieur le rapporteur voulait ajouter quelque chose? Non, je voulais remercier le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe Rassemblement National, LFI également, et dire que ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité, et que je pense qu'en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Merci monsieur le rapporteur, et j'ajoute également, juste pour connaissance de la bonne procédure pour tout le monde, donc la proposition de résolution ayant été rejetée, la commission permanente compétente, qui est la commission des affaires économiques, sera saisie sur la proposition de résolution européenne de monsieur Ramos dans sa version initiale. Merci monsieur le rapporteur. Merci à vous. Nous en arrivons au deuxième point de l'ordre du jour.
Alors, nous reprenons. Donc, nous abordons maintenant l'examen de la proposition de résolution européenne sur le respect du droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée, déposée par le groupe Les Républicains et plus particulièrement notre collègue vice-président de commission Pierre-Henri Dumont. Je lui donne la parole pour qu'il nous explique les raisons de ce texte. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, ce week-end encore, une embarcation a fait naufrage au large de l'île de Lampedusa, faisant au moins 2 morts et une vingtaine de disparus. Depuis des années, il ne se passe pas un mois, voire même une semaine, sans qu'un naufrage similaire ait lieu. Cette situation n'est pas tolérable. Elle appelle à une réaction forte de l'Union européenne. C'est le sens de la proposition de résolution européenne déposée par le groupe Les Républicains que je vous présente aujourd'hui. En effet, depuis le pic de la crise migratoire de 2015, la Méditerranée n'a cessé de constituer la principale route migratoire vers l'Europe. En 2022, ce sont 180 000 personnes qui ont transité irrégulièrement par cette route pour rejoindre le sol européen, alors même que le nombre total de franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union s'élevait à 330 000, un chiffre jamais atteint depuis 2016. La Méditerranée centrale concentre tout particulièrement l'augmentation des flux migratoires. 90 000 personnes sont arrivées irrégulièrement en Europe par cette route en 2022, tandis que les chiffres fournis par l'agence Frontex lors des auditions menées dans le cadre de ce rapport indiquaient une hausse des traversées de 158% au mois de mars 2023 par rapport au mois de mars 2022. Derrière l'augmentation de ces traversées se cache le développement des réseaux de passeurs qui prospèrent sans scrupule en exploitant la misère humaine et la vulnérabilité des personnes qui souhaitent se rendre en Europe. En plaçant les migrants dans des embarcations de fortune, parfois femmes, enceintes et enfants, souvent sans gilet de sauvetage, les passeurs portent la responsabilité de la mort de milliers de personnes. La Méditerranée, aux portes de l'Europe, est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Au moins 26 000 personnes y ont perdu la vie depuis 2014, selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations. Les réseaux de passeurs sont également un terreau fertile pour le développement de la criminalité organisée, alimentant notamment la traite des êtres humains. En effet, la migration irrégulière constitue une source de profit potentiel pour les filières de trafiquants et expose de surcroît les migrants à diverses formes d'exploitation dans les pays de destination, mais aussi dans les points de transit et les camps de migrants. Face à cette situation, nous devons collectivement faire preuve de responsabilité. La crise engendrée par l'accueil du bateau Ocean Viking en novembre dernier est révélatrice du manque de coopération des États membres et de la manière dont chacun des acteurs refuse d'assumer ses responsabilités. Il faut rappeler que l'Ocean Viking dispose d'un pavillon norvégien, tout en étant opéré par l'ONG française SOS Méditerranée, et que les 234 migrants à son bord ont été secourus dans la Méditerranée centrale, dans différentes zones de responsabilité des États libyens, maltais et italiens, avant de finalement accoster en France, après avoir sollicité les autorités italiennes sans succès. Le droit international, et notamment le droit de la mer applicable aux opérations de sauvetage, ne permet pas aujourd'hui, ou que de manière imparfaite, de déterminer clairement les responsabilités de chacun dans cette situation. Le droit de la mer repose sur la Convention de Montego Bay, ainsi que sur la Convention sur la recherche et le sauvetage maritime, SAR, et la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS. Toutefois, ce cadre juridique n'a pas été conçu pour régir le contexte spécifique de prise en charge des migrants, ainsi que d'encadrement de bateaux d'ONG se donnant exclusivement pour mission le sauvetage en mer. Par conséquent, de nombreuses difficultés s'élèvent lorsqu'il faut faire application de ces dispositions. Ainsi, l'obligation de débarquement en lieu sûr mentionnée par le droit international fait l'objet d'interprétations divergentes. D'une part, il n'existe pas de liste de ports considérés comme sûrs définis au niveau de l'Union européenne. D'autre part, le droit international ne mentionne pas explicitement une obligation de débarquement vers le port sûr le plus proche. Les dispositions internationales prévoient seulement un débarquement vers un lieu sûr dans le meilleur délai possible et permettent au capitaine du navire de s'écarter le moins possible de la route dudit navire. Le choix du lieu de débarquement demeure dans ce cadre largement de l'appréciation du capitaine du navire. Enfin, la délimitation des zones de responsabilité des États pour la recherche et le sauvetage en mer, dite zone SAR, est souvent conflictuelle, tout particulièrement en Méditerranée centrale,
entre les États italiens, maltais et libyens. Ces difficultés sont accentuées par le fonctionnement du régime européen d'asile commun. Celui-ci repose sur le système issu du règlement dit Dublin III, lequel définit l'État membre de première entrée comme responsable du traitement des demandes d'asile et conduit mécaniquement à ce que les pays dans lesquels les migrants sont débarqués se voient responsables de la prise en charge des demandeurs d'asile. Ces incertitudes du droit de la mer créent un vide de régulation que les ONG exploitent. Que cela soit clair, personne ne conteste la nécessité de sauver les bateaux en détresse. En revanche, il n'est pas normal de laisser cette mission à des entités privées qui poursuivent leur propre agenda plutôt que de consacrer des moyens publics en luttant contre l'origine des naufrages en démantelant les réseaux de passeurs. C'est pourquoi la proposition de résolution européenne que je vous présente aujourd'hui appelle l'Union européenne et les États membres à reprendre la main sur la situation en mer Méditerranée en faisant preuve d'une extrême fermeté envers les passeurs d'une part et en instaurant un véritable encadrement des opérations de sauvetage en mer d'autre part. Ces propositions présentées par la Commission européenne après la crise de l'Ocean Viking vont dans le bon sens. La réactivation du groupe de contact entre États membres en matière de recherche et de sauvetage doit en particulier permettre de définir des lignes directrices communes entre États membres de l'Union pour établir une liste de ports sûrs et clarifier la désignation d'un port le plus proche. Les pays du sud de l'Europe appellent également à porter au niveau de l'Organisation maritime internationale des évolutions en matière des obligations qui incombent aux États du pavillon. Je crois qu'il faut toutefois aller encore plus loin, en faisant évoluer le mandat de l'agence Frontex, afin de lui confier une véritable mission de sauvetage en mer, en plus de sa mission de contrôle des frontières extérieures. Le renforcement des missions de Frontex en Méditerranée constituerait un moyen adéquat de promouvoir une meilleure coopération entre États de l'Union européenne dans la région. L'action contre les passeurs doit en second lieu être intensifiée. Les réseaux criminels opèrent souvent depuis des pays tiers à l'Union européenne. C'est pourquoi il convient de renforcer les partenariats entre les agences spécialisées de l'Union, notamment Frontex et Europol, et ces pays tiers. La répression juridique des actes de passeurs doit également être accrue. Le lien des activités des passeurs avec les réseaux de traite des êtres humains est incontestable. L'article 7 du statut de Rome mentionne l'esclavage, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains comme un crime pouvant être constitutif d'un crime contre l'humanité. Les conditions dans lesquelles sont traités les migrants par les réseaux de passeurs, notamment en Libye, apparaissent largement qualifiables comme tels. Il est nécessaire que ces agissements soient poursuivis devant la Cour pénale internationale avec le soutien de l'Union européenne et des États membres. Enfin, la coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée doit être intensifiée en matière migratoire, en mobilisant l'ensemble des moyens incitatifs dont dispose l'Union européenne, y compris le conditionnement des financements de l'aide au développement. Chers collègues, la mer Méditerranée constitue un espace stratégique pour l'Europe. La situation humanitaire et sécuritaire appelle des réponses urgentes et fortes de l'Union européenne. Il en va de ses valeurs, mais aussi de sa souveraineté. Pour cela, je vous invite à voter en faveur de la proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. On va passer au groupe. Monsieur Benjamin Haddad pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier le député Dumont d'avoir pris l'initiative de cette proposition de résolution européenne qui pointe en effet un phénomène qui est capital, qui touche l'Europe depuis plusieurs années. La lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée est une priorité pour les Européens et pour les pays du pourtour méditerranéen et exige de nous en effet un équilibre entre la nécessité de contrôler les frontières extérieures de l'Europe, de répondre aux devoirs, aux exigences humanitaires du secours en mer et de la coopération avec les pays de départ. La pression migratoire en Méditerranée est particulièrement forte. En 2022, on a dénombré 328 000 franchissements irréguliers de frontières extérieures de l'Union européenne, avec une hausse de 51% des flux en Méditerranée centrale. Ces dernières années, nous avons vu beaucoup de bateaux, Ocean Viking, GeoBarents, Sea-Watch 3, venir au secours de migrants dans des embarcations de fortune. Beaucoup d'images qui nous rappellent le phénomène auquel on est confronté, qui nous rappellent aussi qu'on est confronté à un véritable business de la misère. Une bonne douzaine de navires se répartissent les interventions en mer et poussent le rythme effréné qui est imprimé par les réseaux du crime organisé qui s'enrichissent sur la détresse humaine en mettant à la mer des embarcations surchargées d'exilés. Les premiers responsables de cette situation sont les passeurs criminels qui font embarquer des hommes, des femmes, des enfants dans des navires hors d'état et les poussant trop souvent à la mort. Alors il incombe donc à l'Europe, au gouvernement, aux États de jouer leur rôle face à cette situation. Nous devons le faire dans le respect du droit,
de la nécessité que chacun a de protéger ses frontières et avec la conviction que seule la coopération entre les États permet de réguler efficacement les migrations, de rassurer chacun et de tirer le meilleur. Les États, bien sûr, entre les États européens et entre les États de départ. Et c'est un point majeur, bien sûr, de cette résolution. C'est pourquoi nous devons essayer de mieux articuler les outils de politique étrangère dont nous disposons, européens, politique étrangère, développement, et d'améliorer l'efficacité de la politique de l'Union européenne et de ses États membres en matière de retour. Mais ce n'est pas seul que nous pourrons lutter contre ces groupes de passeurs organisés. Nous devons dès aujourd'hui renforcer notre coopération avec les pays de départ, mieux prévenir ces déplacements irréguliers, par exemple en créant les conditions adéquates, en effet, pour que les pays d'Afrique du Nord désignent des ports sûrs. Il s'agit pour finir de mieux encadrer l'action des ONG en précisant les droits, les obligations qui s'appliquent à leurs navires effectuant des opérations de sauvetage et en mettant en place un cadre de coopération entre États méditerranéens et ONG qui permettra davantage de coordination et d'anticipation. Donc dans un esprit constructif, nous vous proposerons donc, monsieur le rapporteur, des amendements visant à faire évoluer certaines parties du texte tout en gardant son objectif et sa substance intacts. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Yaël Ménache. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis des dizaines d'années, le Rassemblement national est le parti politique lanceur d'alerte sur l'immigration qui submerge la France, que celle-ci soit légale ou illégale. Ce projet de résolution visant à faire respecter le droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée, initiative de nos collègues les Républicains, co-responsables de l'invasion migratoire depuis si longtemps, est un peu leur chemin de Damas. Posture ou réelle ou prise de conscience, l'avenir le dira. À la suite des gouvernements italiens, grecs, chypriotes et maltais, le constat de ce que nous dénonçons depuis bien longtemps de la part des ONG, dont SOS Méditerranée, leur collusion avec les passeurs et donc avec de véritables organisations criminelles internationales, est un préalable indispensable. Les soi-disant secours apportés à ces malheureuses personnes relèvent en réalité d'une véritable complicité de trafic d'êtres humains qu'il faut dénoncer, mais surtout punir et réprimer. Il faut rétablir le respect du droit international, transgressé impunément depuis des années par ces ONG, lesquelles ne sollicitent pas les États d'Afrique du Nord, conscientes qu'elles sont de la faiblesse et de la désorganisation des États européens en la matière. Il est indispensable que les États qui accordent des pavillons de complaisance aux bateaux dits humanitaires, affrétés par les ONG, exercent toutes les exigences judiciaires et de contrôle qui découlent du droit international en la matière. Nous soutenons également l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, attaquée politiquement et médiatiquement pour exécuter ses missions, protéger nos frontières et empêcher l'immigration illégale. Sans favoriser les passeurs, le respect du droit de la mer et le simple bon sens humain, Frontex doit venir au secours des personnes en détresse. C'est le sens de notre amendement. Mais cela va de pair avec le combat contre ceux qui, volontairement, font couler les embarcations dans la mer Méditerranée pour susciter une immigration illégale. Il est donc indispensable de renforcer la lutte contre les passeurs et les organisations criminelles dont ils sont membres. Ce rôle de Frontex doit être encouragé, mais nous soutenons également les solutions souveraines dans la protection de nos frontières. Enfin, les efforts de coopération avec les pays d'origine doivent être menés afin d'aider les populations à rester dans leur pays et contribuer ainsi à leur développement, mais aussi à lutter contre l'immigration, source de trafic et d'instabilité pour tous. Aujourd'hui, vous nous suggérez une proposition de résolution européenne. Nous voterons en sa faveur car elle reprend ce que nous dénonçons depuis longtemps, mais l'expérience nous apprend qu'elle risque de demeurer une résolution de principe peu utile, un coup d'épée dans l'eau. Je rappelle que le Rassemblement national souhaite que nous reprenions souverainement le contrôle de nos frontières. Lorsque nous serons au pouvoir, nous n'attendrons pas les seules résolutions européennes pour appliquer, dans le respect du droit, les solutions nécessaires. Merci. Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur Gabriel Amar. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite d'abord vous dire qu'il aurait été intéressant que nos collègues les Républicains se renseignent au préalable sur les fondements du droit maritime. Comment prendre au sérieux ce texte quand, dès la première phrase de votre exposé des motifs, nos collègues affirment que les 230 migrants secourus par SOS Méditerranée l'ont été dans les eaux territoriales libyennes, alors qu'aucun bateau d'aucune ONG n'entre jamais dans les eaux territoriales. Cela est propre au droit maritime. De plus, cette PPR exige de la France que les crimes commis
par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. On ne peut être que d'accord. Mais le faire serait hypocrite. Cette PPR pourrait d'abord demander aux autorités françaises de faire la lumière sur les financements européens en Libye, qui participent d'une manière ou d'une autre à alimenter un système qu'ont dénoncé des enquêteurs des Nations Unies le 27 mars dernier, c'est-à-dire de l'esclavage dans les prisons secrètes, des sévices sexuels et des crimes contre l'humanité. Je vous invite à prendre connaissance du rapport de la sénatrice Arlette Carlotti pour le compte de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée qui met en lumière ces dramatiques situations. Par ailleurs, en tant que membre de cette même Assemblée parlementaire de Méditerranée, j'affirme catégoriquement que vous déformez la réalité. L'opération Triton de l'agence européenne Frontex avait pour seul objectif de surveiller les frontières, pas de sauver les migrants. L'opération Thémis actuellement en cours n'a pas non plus pour mandat principal la recherche et le sauvetage. Il n'y a d'ailleurs aucun bâtiment maritime de Frontex déployé sur zone qui aurait la capacité de mener des sauvetages en Méditerranée centrale. Par conséquent, vous souhaitez donner des prérogatives à Frontex pour organiser les sauvetages alors que Frontex n'a ni bateau dans la zone, ni mandat pour le faire. Ensuite, votre PPR est un danger quand elle entend réformer le droit maritime. Chers collègues, ce ne sont les conventions internationales qui définissent les critères nécessaires pour la désignation d'un lieu de débarquement sûr, et ce n'est ni de la responsabilité d'une ONG, ni d'un chef de bord à le faire. À ce jour, la Tunisie, mentionnée dans la PPR, ne peut pas être considérée comme un lieu sûr. Cela d'autant plus depuis les récentes déclarations de son président à l'encontre des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Enfin, vous mentionnez une enquête menée par le juge italien Maurizio Agnello pour faire état de ce que vous nommez la complicité avérée entre ONG et réseau de passeurs. Il vous appartient de commenter une affaire qui a été dénoncée comme un dossier à charge par plusieurs rapporteurs des Nations Unies. Cette affaire base ses éléments sur des fuites d'enquête de police dans le cadre d'un procès en cours pour lequel aucun jugement n'est encore intervenu. Je conclus, cette PPR intervient alors que chaque semaine, nos eaux internationales sont parsemées par ces tragédies, des vies se brisent en mer. Une fois de plus, nous allons devoir parler des heures, mais sur la base d'ulucubration, de celles et ceux qui travestissent la vérité pour affoler les esprits. Par conséquent, nous ne participerons pas à cette mascarade qui vise à pointer du doigt les hommes et les femmes qui sauvent des vies en mer, et nous en appelons au sérieux et à l'honneur de la représentation nationale. Je vous demande de retirer cette proposition de résolution. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Marietta Karamanli, pour 3 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais me tenir finalement dans ces 3 minutes. D'abord, pour un sujet très important et très complexe. D'une part, je voulais dire à Monsieur le rapporteur que le projet de rapport pose 2 questions. D'abord, il interroge le mandat actuel de Frontex et d'autre part, il renvoie à l'état des travaux visant à faire aboutir l'évolution du droit européen en matière de droit d'asile. Au premier cas, le mandat de Frontex me paraît bien devoir être développé dans sa totalité. Il existe une crise de Frontex liée à l'existence d'une crise de confiance, née du soupçon que l'agence ait participé à un certain nombre de refoulements. Par conséquent, si l'on veut que Frontex fonctionne mieux et agisse au nom des États et de l'Union européenne, il convient de renforcer sa crédibilité et de garantir qu'elle respecte les droits fondamentaux qu'elle est censée protéger. Chaque fois que l'agence intervient, elle le fait sous la responsabilité d'un État. Et aujourd'hui, Frontex n'a pas de responsabilité directe de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne. Elle accompagne les États membres qui sont chacun responsables d'une partie de leurs frontières et les défendent. Pour élargir donc sa place de son rôle, il est nécessaire qu'elle soit inattaquable. Au second cas, celui de la situation migratoire en Europe, le constat est qu'elle est mauvaise par au moins 3 raisons. C'est une crise qui se prolonge depuis l'annonce de la fin du règlement de Dublin par la présidence de la Commission, le pacte sur l'immigration et l'asile, annoncé pour le remplacer, tardant à voir le jour et étant repoussé régulièrement depuis bientôt 3 ans.
C'est une crise qui mine l'Europe et conduit à ne pas examiner sereinement les sujets d'élargissement ayant pourtant une portée stratégique. Elle pourrait aussi remettre en cause les règles de la liberté de circulation au sein de l'Union. C'est une crise qui conduit aussi chaque État à traiter séparément les questions migratoires. Il y a donc le projet de loi sur l'immigration en France début février, mais qui a été repoussé. Il y a l'annonce en Allemagne d'une loi assouplissant les conditions d'entrée des étrangers sur le territoire allemand, au terme de laquelle il ne sera désormais bientôt plus nécessaire de parler la langue ou de présenter un contrat de travail avant de s'installer dans le pays. L'Espagne, l'Italie, la Bulgarie et la Roumanie, encore, ont besoin du soutien du reste de l'Europe pour contenir donc des flux migratoires irréguliers alimentés par le trafic des êtres humains. Dans d'autres États, des étrangers entrés irrégulièrement font vivre des secteurs économiques. La solidarité entre États donc est faible et l'effort d'accueil mal réparti. Faute d'orientation donc commune, les Européens laissent s'accumuler des situations problématiques. Et une majorité d'États s'accordent aujourd'hui pour une réponse visant à l'augmentation des retours de migrants plutôt que la recherche d'une solution globale. Je crois qu'on peut traiter du sujet sans soutenir une réforme déjà engagée de Frontex et à ce que l'Union engage un réel débat européen sur le sujet, seule l'échelle, à notre sens et à notre avis, à laquelle le sujet peut être traité avec efficacité et ambition. Vous comprendrez donc qu'on ne peut pas soutenir cette initiative de PPRE et nous souhaitons que ce débat se porte au niveau qu'il faudrait qu'il soit porté, au niveau de l'Union européenne. Pour le groupe écologiste, Madame Rigol. Merci. On se retrouve, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, sur la nécessité de faire respecter le droit et le droit international. On se retrouve sur la volonté de lutter contre une situation qui fait de la Méditerranée, cette si belle Méditerranée, un cimetière marin, l'un des plus grands qui soit. D'ailleurs, l'ONU vient de déclarer que le premier trimestre de cette année et dans la Méditerranée le plus meurtrier depuis 2017. C'est dire à quel point il y a urgence à agir. Mais là où je ne vous suis plus, c'est qu'il me semble que penser que le symptôme est la cause, c'est passer à côté des moyens qui nous permettent de lutter contre ce qui arrive. Or, c'est le postulat que vous faites dans cette loi. Les ONG, elles ne sont pas fautives, elles ne sont pas à tenir, à calibrer, ce ne sont pas elles qui doivent respecter le droit. Elles, ce sont celles qui pallient l'absence de devoirs que ne remplissent pas les États, les gouvernements, dans leur devoir de respect, d'accueil et de traitement des personnes. En revanche, ce qui est problématique, là où il y a des milliards d'euros qui financent des pays où la démocratie n'est pas forcément le cœur du sujet des gouvernements, là où il y a un souci donc, c'est dans les traités qui permettent de sous-traiter l'accueil de ces personnes à certains pays, je pense en particulier, mais ça a déjà été évoqué, à la Turquie, à la Libye. Des pays qui pratiquent cet accueil parce qu'il y a une compensation financière qui permet de cacher des économies qui s'écroulent ou d'autres choses, et donc qui non seulement bafouent les droits humains, mais écrasent littéralement les personnes qu'elles sont censées accueillir en notre nom. Ces actes sont perpétrés en notre nom. Ils sont financés par nos impôts. Et tout ça, non seulement est très documenté, mais en plus est criminel, et ça, c'est notre responsabilité. Alors, pendant qu'on refuse d'agir, quand je dis on, c'est la France, c'est le gouvernement, ce sont ses autorités, il y a d'autres personnes qui ont du courage. La Corse, par exemple, a proposé plusieurs fois de sauver la vie de personnes. Parce qu'on parle juste de ça, sauver la vie de personnes. Après, on pourra rentrer dans d'autres sujets sur tous les moyens que l'on a pour agir en amont, faire en sorte qu'il n'y ait pas de plus en plus de migrants climatiques, par exemple, en changeant notre façon de consommer et de produire pour éviter que demain, il y ait encore plus de personnes qui fuient une immense misère et l'incapacité à survivre sur leur terre. Il y a aussi un devoir diplomatique de ne pas financer, je ne sais pas, par exemple, parce qu'on a besoin d'accéder à de l'uranium quoi qu'il en coûte, de ne pas permettre que des pays continuent à perpétrer des régimes totalitaires qui font fuir les gens ici, parce qu'il n'y a pas d'autre choix s'ils veulent rester en vie. Merci. Est-ce qu'il y a des orateurs qui souhaitent s'exprimer encore? Non. Alors moi, je souhaitais dire quelque chose, plus comme député que comme président de séance.
Je salue, moi, cette proposition de résolution qui vient de nos collègues du groupe républicain. Et il y a deux choses que je trouve importantes et que je tiens à encourager venant de notre collègue Pierre-Henri Dumont. La première chose, c'est de réaffirmer quand même à travers cette proposition de résolution que le sujet migratoire, il se réglera au niveau européen. Voilà. Parce que il y a certains groupes au sein de cette Assemblée qui pensent que nous pourrons régler ce sujet uniquement d'un point de vue national. Et en fait, la géographie de la France, c'est comme ça, c'est l'héritage de notre position sur le globe, fait que on ne pourra régler ce sujet qu'au niveau européen. Donc je vois aussi dans ce texte-là la réaffirmation de la nécessité d'accélérer au niveau des institutions européennes sur les sujets migratoires. C'était le premier point. Le deuxième, c'est celui qui fait un peu débat cet après-midi, mais je pense qu'il est important que nous ayons ce débat, c'est de mettre le doigt sur un certain nombre de réseaux pseudo-humanitaires ou d'ONG pseudo-humanitaires qui en réalité sont complices d'une façon ou d'une autre des réseaux criminels et des réseaux de passeurs, qui exploitent cette misère humaine, qui envoient des milliers de migrants traverser la Méditerranée, pour certains, hélas, mourir, y laisser leur vie. On a là un cercle vicieux absolument terrible, où sous couvert de bonnes intentions, en réalité, on brise la vie de personnes, on brise la vie de famille, et puis on brise aussi le potentiel développement d'un certain nombre d'États du sud de la Méditerranée. Voilà, donc moi, je trouve plutôt louable que ce sujet soit soumis à débat. Je ne doute pas qu'on continuera à l'avoir au cours de cette législature, et je trouve que l'initiative de nos collègues des Républicains est plutôt bienvenue. Monsieur le rapporteur, si vous voulez répondre à toutes ces interventions, merci, puis ensuite on passera aux amendements. Je ne vais pas forcément être très long parce qu'on a beaucoup d'amendements et donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir évoquer beaucoup de sujets. Simplement, quelques points de précision, mon cher collègue Amar, sur les 230 migrants qui ont été secourus, ils ont bien été secourus, je vous le confirme, dans la zone Search and Rescue de la Libye. C'est pas les eaux territoriales. Ils ont bien été secourus dans les zones... Alors, c'est vrai, mais en tout cas... Alors, attendez, le rapporteur a la parole, je vous redonnerai la parole. Donc je vous confirme qu'ils ont bien été secourus dans la zone SAR. Alors, je termine. Et que probablement que nous pouvons peut-être amender, je ne sais pas si on peut amender les exposés des motifs ou pas, mais le modifier peut-être. Trop tard. Ouais. Bon. En tout cas, je vous confirme, ce sera noté au compte-rendu, qu'ils ont bien été récupérés, sauvés par le bateau de l'ONG Ocean Viking dans la zone Search and Rescue libyenne. Ensuite, vous évoquez l'utilisation des fonds européens en Libye, vous avez raison. Et je pense que ça pourrait être l'objet d'une proposition de résolution européenne. Vous pourriez par exemple porter, puisqu'on connaît vos recherches là-dessus et vos propos sur le sujet, qui sont pour beaucoup pertinents. Et donc, ce n'est pas évidemment l'objet de cette proposition de résolution. L'un n'exclut pas l'autre. Cher collègue Caramanli, vous interrogez, vous dites que la proposition de résolution, je ne sais pas si elle est partie, Marietta, ou pas, je ne la vois pas. Elle est partie. Bon. En tout cas, Marietta Caramanli a interrogé le mandat de Frontex, ça fait évidemment partie de cette proposition de résolution, et nous disait qu'il fallait porter le débat au niveau européen. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de résolution européenne, de celle-ci, mais de toute proposition de résolution européenne, donc on est en plein dans ce qui était avancé. Et pour conclure, Madame Ménache, moi je me permets juste, parce que vous avez fait un grand laïus sur les propositions de votre mouvement politique sur les questions d'immigration, expliquant que vous étiez à peu près les seuls à avoir des idées. Je note simplement que lors de la toute première niche qui vous était accordée au sein de l'Assemblée nationale dans l'histoire de votre parti politique, vous avez préféré inscrire à l'ordre du jour des tripatouillages électoraux pour les élections législatives plutôt que d'avoir une seule proposition sur les questions migratoires. Je permets juste de dire qu'il y a donc des diseux et des faiseux et que vous faites en particulier avec votre groupe du Rassemblement national, parti des diseux. Est-ce que vous vouliez répondre, Monsieur Amar, intervenir? Non? Allez, on passe à l'examen des amendements parce qu'il y en a
Quelques-uns. Monsieur le rapporteur, est-ce qu'on peut envisager que les premiers, vous les présentiez de façon commune, au moins pour certains d'entre eux? On va aller très vite. Le premier amendement que je présente est un amendement qui permet de densifier les différents visas, donc c'est un amendement de précision. Le deuxième amendement est un amendement qui met à jour malheureusement les derniers chiffres que nous avons obtenus pour mieux contextualiser la forte augmentation des flux migratoires en mer Méditerranée. L'amendement numéro 3 que je vous propose, peut-être s'arrêter, je sais pas comment vous voulez qu'on s'arrête, mais oui, on va s'arrêter à ces deux premiers dans ces cas. Les deux premiers là? Oui. Ok. Sur les deux premiers, est-ce qu'il y a des positions pour ou contre que les groupes voulaient exprimer? Non. Alors, bon, il faut par contre les voter individuellement. J'ai un avis favorable sur les amendements. Oui, on imagine, c'est les vôtres. Alors, premier amendement, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 2, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 3. Merci, Monsieur le Président. Alors, il concerne l'alinéa 4, et c'est également un élément de contexte avec un élément beaucoup plus chiffré qu'on a obtenu lors des auditions, rappelant que 90% des migrants qui empruntent les voies de passage, en particulier en Méditerranée, sont envoyés, sont sous le coup de réseaux de passeurs. Et donc, c'est un chiffre qui nous semblait important pour montrer l'ampleur du phénomène des passeurs, en particulier dans la mer Méditerranée. C'était lors des auditions. Alors, celui auditionné, pardon, c'était Frontex. Les interventions sur l'amendement? Non. Oui, Madame Rigol. C'est vraiment pour comprendre l'intérêt de l'amendement qui est rédactionnel. Il n'y a que ça qui est changé, c'est le chiffre. Ce chiffre est donné par Frontex, mais du coup, c'est sur les personnes qu'ils ont rencontrées. Donc, ce n'est pas 90% des migrants. Et juste une remarque, mettre en danger des vies humaines et décime des familles. On parle de vies humaines qui sont déjà en danger et de familles qui sont déjà décimées, soit par la misère, la faim, par des persécutions ou par de la répression. Donc, Monsieur le rapporteur. Sur le premier point, donc c'est l'estimation qui nous a été donnée par Frontex. Et sur le deuxième point, on va ouvrir un très grand débat si je commence à répondre. Mais la réalité des migrations montre que c'est plutôt une courbe en J inversée et que donc ceux qui migrent, en particulier ceux qui utilisent les réseaux de passeurs, ne sont pas forcément que les populations les plus pauvres et les populations qui sont les plus décimées, mais sont aussi des personnes de classe moyenne, parce qu'il faut un certain niveau de vie pour pouvoir payer les réseaux de passeurs. Et donc, ce ne sont pas forcément les personnes persécutées, ce sont aussi des réseaux de passeurs qui vont chercher des gens qui ne sont ni persécutés ni en danger, et parce qu'ils ont un certain pouvoir d'achat sur place, sont capables de payer les réseaux de passeurs, partent dans ces réseaux de passeurs. Et donc, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui traversent sont des personnes qui sont persécutées, qui doivent fuir la faim, ou certaines, oui, évidemment. Et généralement, les personnes qui réussissent à traverser, qui font une dépôt de demande d'asile en France, dans un autre pays européen, et qui ont été persécutés et qui fuient une conscription obligatoire, etc., sont généralement protégés par l'asile, soit après examen par l'OFPRA, soit après jugement par la CNDA. Mais ça prouve bien d'ailleurs que parmi l'ensemble des demandes d'asile après jugement de CNDA, il y a quand même un tiers qui sont rejetées. Donc on ne peut pas dire que, d'une manière générale, ce sont des personnes qui fuient la misère ou la faim. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Monsieur Masséguiar, oui. On fait un pour, un contre, chers collègues. Je vous propose vraiment qu'on signe cette règle. En fait, non, c'est même pas pour contre, c'est par rapport au propos. Est-ce qu'on a des chiffres? Vous dites que tous ne sont pas des personnes persécutées, mais est-ce que c'est 10%, 20%? Quels chiffres vous avez aujourd'hui sur ces éléments à nous donner? Moi, je vous renvoie vers les chiffres d'asile de la France, par exemple, de l'OFPRA, puis après des jugements en CNDA, où 40%, c'est 40% à peu près. On est à peu près dans la moyenne européenne. On va passer au vote. Pardon ? Alors, qui est pour cet amendement numéro 3? Qui est contre? Il est adopté. Les amendements suivants. Alors, nous sommes arrivés à l'amendement
4, donc je propose une rédaction après l'alinéa 4 qui permet de rappeler que la traite humaine constitue une atteinte aux valeurs de l'Union et est explicitement prohibée par l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux. C'est un moment de précision. Pour, contre. Attendez, je passe au... Pardon, est-ce qu'il y a devoir les... On est sur le 4, oui. Est-ce qu'il y a des interventions pour ou contre? Non, on passe au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5. Également un amendement de précision qui vise à préciser donc, les dispositions internationales du droit de la mer pertinentes en matière d'opérations de sauvetage qui s'appliquent à tout type de navire, public ou privé. Des prises de parole sur cet amendement? Non. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 6. Merci beaucoup. Donc c'est un amendement qui est issu des auditions et qui vise à souligner que la mauvaise régulation des bateaux des ONG en mer Méditerranée résulte de difficultés d'application du droit international et de la coordination insuffisante des États responsables des sauvetages. Demande de prise de parole sur cet amendement? Non. Qui est pour cet amendement? S'il vous plaît, levez bien les mains. C'est le 6. Le 6. Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 19. Monsieur Haddad. Merci. Précision, hein, on s'est opposé au 6 et au 7, au 8, parce qu'on a nous-mêmes en fait des amendements de réécriture sur les mêmes objets. Donc là, il s'agit à l'alinéa 5 de remplacer, demander que chaque État qui accorde son pavillon à un navire humanitaire exerce effectivement la juridiction et le contrôle de ces derniers pour remplacer, appeler l'attention sur la nécessité de progresser sur le sujet du sauvetage en mer. C'est un peu d'ailleurs l'objet de plusieurs de nos amendements, c'est pour appeler à ouvrir un débat sur un certain nombre de ces sujets, mais qui pour l'instant font l'objet, je pense, d'un cadre juridique quand même assez contraignant. Monsieur le rapporteur. Merci. Alors j'ai un avis défavorable sur ce point parce que vous avez bien compris que la rédaction qui est utilisée ici est une rédaction qui permet de reprendre la déclaration du MED5, celle que j'ai faite, pas celle de votre amendement. Je rappelle que la déclaration des ministères de l'Intérieur des pays du MED5 le 12 novembre dernier demande bien à ce que chaque État qui accorde son pavillon à un navire humanitaire exerce effectivement la juridiction et le contrôle de ce dernier. C'est un élément de fait. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, je rappelle ce qui a été déclaré et dit par les représentants des pays du MED5. Et la déclaration ne mentionne pas textuellement les termes « appeler l'attention sur la nécessité de progresser sur le sauvetage en mer ». Voilà, donc je reste sur ce qui avait été déclaré par les pays membres. On va passer au vote. Qui est pour cet amendement 19? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 14, monsieur Haddad. Merci. Alors, c'est un point important. Le rapporteur propose de qualifier les crimes de passeurs de crimes contre l'humanité. Nous, on soutient vraiment l'objet de cette résolution qui est vraiment d'alerter sur les crimes. Et M. Amar parlait tout à l'heure des tortures, des séquestrations, des réseaux de passeurs qui peuvent peut-être s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Il y a tout de même un débat juridique sur le terme de crime contre l'humanité, le fait que normalement ça doit cibler un groupe particulier. Donc ce qu'on propose comme réécriture, c'est souhaite que la France encourage les juridictions internationales concernées à enquêter sur les crimes des passeurs afin de déterminer si ceux-ci peuvent tomber sur la qualification de crimes contre l'humanité. Je crois que c'est important de garder la notion de crime contre l'humanité dans ce texte, mais d'être un peu plus prudent sur la formulation. Des remarques? Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai évidemment un avis défavorable dessus, pas par principe, parce que j'estime qu'on a aujourd'hui suffisamment d'éléments pour parer à cette fragilité que vous évoquiez. Je vous rappelle que l'article 7 du statut de Rome mentionne l'esclavage, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, comme un crime pouvant être constitutif d'un crime contre l'humanité, et que dans son rapport rendu public le 3 avril, la mission indépendante d'établissement des faits sur la Libye, dont le président est M. Mohamed Aourjan, a déclaré qu'elle avait trouvé des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ont été commis contre des Libyens et des migrants dans toute la Libye dans le contexte de la privation de liberté depuis 2016.
Dans son évaluation des éléments de preuve sur le traitement des migrants, la mission a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'esclavage sexuel en tant qu'acte sous-jacent supplémentaire de crimes contre l'humanité était commis contre les migrants. C'est un rapport qui doit paraître d'ici quelques temps en français, qui est disponible pour l'instant en anglais, je pense. Sur l'amendement 14 du groupe Renaissance, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. On arrive à une série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 11 de Madame Regol. Je ne suis pas sûre que amendement de suppression et réécriture soit... Si, okay. C'est dans cet ordre-là, ouais. Donc c'est un amendement de suppression de l'alinéa 8. J'ai déjà commencé à vous l'expliquer tout à l'heure, hein, mais du côté des écologistes et de la NUPES, on est opposé à l'idée de demander au gouvernement français de rejoindre l'initiative commune Italie, Grèce, Chypre, Malte, tout ça pour encadrer le travail des ONG, dans la mesure où cette logique vise à accuser les ONG là où elles ne font que permettre le respect des droits fondamentaux des personnes et de pallier le manque d'action, on l'a vu dans les amendements, qui est rajouté par le manque de coordination et de refus d'assumer. Côté européen, donc nous on plaide au contraire pour des mécanismes de solidarité renforcés au niveau européen entre tous les États membres, permettant d'accueillir les personnes sans faire reposer l'effort sur les seuls pays d'accueil, c'est-à-dire les pays méditerranéens, enfin de principal accueil, et pour un soutien aux associations et aux personnes qui s'engagent dans ces associations qui pallient les manques qui existent aujourd'hui. En fait, combler les trous là où il n'y a rien qui existe, c'est pas être en dehors des clous, c'est rendre un service au collectif. C'est un peu l'inverse d'un crime contre l'humanité, ça devrait être encouragé. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cet amendement? Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable, puisqu'établir un cadre commun au niveau des États membres pour encadrer les navires des ONG est nécessaire au regard des imprécisions du droit de la mer. C'est l'objet d'ailleurs de cette proposition de résolution. La définition des règles claires pour désigner un port dans lequel les personnes secourues doivent être débarquées permettra d'éviter que des États se renvoient la responsabilité de leur prise en charge et que les navires des ONG choisissent arbitrairement le port dans lequel elles souhaitent se rendre. Il faut souligner que le vide juridique n'est profitable à personne. À cet égard, le principe de non-refoulement consacré à l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève, ne s'impose que aux États partis à la Convention. Cela exclut de faire peser cette obligation sur des opérateurs non étatiques, tels que les ONG ou les opérateurs privés, sauf à ce que les derniers participent à l'exercice de la puissance publique ou gèrent un service public sous le contrôle des autorités. Ainsi, les navires privés, qu'ils soient affrétés par une ONG organisant des opérations de sauvetage en mer ou qu'ils portent secours en mer à titre exceptionnel, navires de plaisance, navires de pêche, cargo, sont soumis aux seules obligations prévues par le droit de la mer et ne sont astreints à aucune obligation sur le fondement du droit d'asile et le principe de non-refoulement qui ne leur est pas applicable. Alors, oui, on est dans une discussion commune. Donc maintenant, l'amendement numéro 7. Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le rapporteur, oui. Vous êtes bien le président de quelque chose, on est tous présidents de quelque chose. Président de quelque chose, oui. L'amendement 7 est un amendement qui permet d'actualiser la proposition de résolution à la lumière de l'initiative de la Commission européenne de réactiver le groupe de contact entre les États membres dédiés aux opérations de recherche et de sauvetage en mer après la crise de l'Ocean Viking. Le groupe travaille notamment à l'élaboration de lignes directrices pour définir les ports sûrs en mer Méditerranée qui permettraient d'établir des règles claires quant aux ports dans lesquels les navires doivent s'orienter après un sauvetage. Et je propose de supprimer l'alinéa 10 qui appelait lui aussi l'établissement d'une liste de ports sûrs, et donc ça fait une redondance avec ce qui est proposé par le groupe de contact, et donc je propose cette suppression de l'alinéa 10 en même temps. Oui, on est dans une discussion commune, donc on va enchaîner d'abord les amendements, et ensuite on pourra discuter. L'amendement 15, Monsieur Haddad, pour Renaissance. Écoutez, finalement, nous, on va retirer notre amendement et soutenir l'amendement 7, qui a un objet en fait comparable du rapporteur. Ok, et donc le 17, qui est le dernier de cette liasse. Oui, alors on propose de remplacer, plutôt que l'Union de la Méditerranée, où je reconnais bien entendu la nostalgie sarkozyste du rapporteur et comment lui reprocher, mais de la remplacer plutôt par le cadre du groupe de contact, comme on le proposait aussi à l'amendement précédent.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur cette série d'amendements? Madame Rigol. On n'est pas nombreux, hein, je pense qu'on s'entend. Ah oui, bon. Vu que c'est une question technique et c'est pas capital, si vous votez l'amendement 7 du rapporteur, votre amendement 17, il n'existe plus. Juste, voilà. Oui, tout à fait. Je précise effectivement au groupe Renaissance, juste Monsieur Haddad, je précise effectivement, comme l'a dit notre collègue Rigol, que l'adoption de l'amendement 7 du rapporteur fera tomber les deux amendements 15 et 17. Oui, donc on retirera aussi le 17. Ok, donc les deux amendements sont retirés. Est-ce qu'il y a encore des prises d'intervention donc sur le 7 et le 11? Non, on passe au vote. Alors, d'abord, l'amendement numéro 11 de Madame Rigol, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 7 du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Une nouvelle discussion commune avec d'abord l'amendement numéro 12 de Madame Rigol. Et vous voyez, cette fois, je mets le micro pour une défense d'amendement. Pardon, plus sérieusement, donc c'est de nouveau un amendement de suppression de l'alinéa 9 cette fois-ci. Parce que, pour rappel, Frontex est accusé par un rapport de l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne qui est sorti en octobre 2022 d'avoir bafoué les droits fondamentaux des personnes exilées en ayant notamment couvert des refoulements illégaux, ce qui confirme les accusations portées par certaines ONG à ce propos. Ce rapport indique par exemple que l'agence a suspendu sa surveillance aérienne pour éviter d'enregistrer ces violations commises par la Grèce en mer Égée. Faire de cette agence la seule à pouvoir secourir les personnes en mer au vu de ce rapport, je le répète, de l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne, n'a rien de rassurant, n'a rien qui permette d'aller vers un respect des droits humains et internationaux, puisque c'est ce qui nous intéresse, les droits humains, et c'est ce qui fait le titre de votre PPR, les droits internationaux. Donc cette proposition se heurte à la réalité du droit international qui impose à tout navire de secourir les personnes en détresse en mer. C'est bien qu'on l'ait ajouté, si j'ai bien suivi, il a été adopté. Donc voilà, face à tous ces éléments, les écologistes demandent la suppression de l'alinéa 9. Merci. L'amendement 8. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement de précision. En fait, je supprime le mot « seul » dans l'alinéa, qui a pour but d'appeler donc à l'évolution dans cet alinéa du mandat d'agence Frontex, afin que celle-ci soit confiée une mission spécifique de sauvetage des embarcations en détresse en mer Méditerranée. Et donc la suppression du mot « seul » permet d'assurer la cohérence de l'évolution du mandat Frontex avec le droit international, dans la mesure où la compétence de Frontex peut être exclusive dès lors que tout capitaine de navire doit porter de secours à une embarcation en péril. L'amendement 16, groupe Renaissance. Je précise juste que, donc là c'est pareil, si jamais cet amendement du rapporteur était adopté, il fait tomber en fait l'amendement 16 et l'amendement 20. C'est juste pour la bonne compréhension des débats. Oui. Alors on a l'amendement 16 qui proposait la réécriture de l'alinéa 9 aussi. Après en avoir parlé avec le rapporteur, on peut trouver à mon avis une écriture de compromis qui propose, alors on pourrait reprendre ce qu'on a là dans l'amendement 16 et de rajouter, souhaite que soit ouvert un débat européen sur l'élargissement du mandat de Frontex, donc dans la continuité de l'esprit de ce que propose le rapporteur. En tout cas, le fait qu'il y ait un débat sur ce sujet, puisque c'est un débat européen de toute façon depuis plusieurs années, nous paraît effectivement assez opportun. Et puis l'amendement 20 de Madame Ménache. Merci Monsieur le Président. Selon les dispositions du droit maritime international, tout capitaine a obligation, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de porter secours à toute personne en danger de se perdre en mer. Ainsi, il ne peut être possible de confier à la seule agence Frontex le soin de recueillir les migrants en mer Méditerranée. Cet amendement permet de conserver l'objectif de la résolution tout en rendant compatible avec le droit de la mer. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la mission principale de Frontex de recueillir les migrants. Il peut le faire, mais ce n'est pas sa première mission. Merci. Alors, sur ces 4 amendements, est-ce qu'il y a d'abord, avant que le rapporteur nous dise ce qu'il en pense, est-ce qu'il y a des prises de parole?
Non. Monsieur le rapporteur, on vous écoute sur ces 4 amendements. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'amendement numéro 12, présenté par notre collègue Sandra Regol, j'ai un avis défavorable, parce que l'agence Frontex est un outil qui permet d'apporter l'assistance de l'Union aux États membres qui ont la charge de gérer les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est ainsi un instrument de solidarité européenne. Il n'agit que sous l'autorité des États membres, qui sont les premiers responsables en cas de refoulements illégaux. Dans ce rapport sur les agissements de Frontex, le Parlement européen a reconnu ne pas avoir trouvé de preuve d'une implication directe de l'agence dans les actions de refoulement. Il a en revanche dénoncé la passivité de l'agence, qui détenait des preuves de violation des droits fondamentaux de la part des États membres avec lesquels elle menait des opérations conjointes. Le rapport de l'OLAF, qui ne porte pas sur l'agence en tant que telle, mais sur l'action des 3 membres de l'équipe dirigeante, parvient à des conclusions qui sont similaires. Ces faits ont été à l'origine de la démission du directeur de Frontex le 28 avril 2022 et à la nomination d'un nouveau directeur il y a quelques mois. Frontex a vocation à occuper une place importante dans l'architecture de la politique migratoire de l'Union et son mandat a été renforcé. À cet égard, au terme du mandat 2019, Frontex doit ainsi porter une attention toute particulière au respect des droits fondamentaux dans l'accomplissement de ses missions, notamment par la nomination d'un officier aux droits fondamentaux indépendant et la mise en place d'un mécanisme de traitement des plaintes. C'est donc un avis défavorable. On continue. Sur les 4, oui. Alors, sur le 8, qui est mon amendement, évidemment, un avis favorable, puisque c'est un amendement qui supprime le mot seul. En ce qui concerne l'amendement numéro 16, je le considère du coup comme un amendement de repli si le mien n'est pas adopté. Et si l'amendement 8 n'est pas adopté et que le 16 est modifié avec la précision. Alors, à se mettre d'accord, on avait ici une proposition avec l'administratrice de rajouter à la fin et que soit ouvert un débat européen sur l'évolution du mandat de Frontex. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut convenir en amendement de repli, bien évidemment, mais je ne doute pas que l'amendement 8 sera adopté par la majorité des membres présents. En ce qui concerne ensuite l'amendement 20 de notre collègue Ménache, je suis défavorable parce que c'est en fait, c'est une question de souveraineté. Votre rédaction demande que tout navire qui aurait recueilli des migrants en détresse en Méditerranée confie ces personnes à la seule agence Frontex. Donc ça veut dire qu'en fait, vous reprenez une partie de souveraineté de chaque État membre qui consisterait à administrer et donc à gérer les demandeurs d'asile. Et donc en réalité, ce serait Frontex qui, de par un transfert de souveraineté des États membres, regarderait les demandes d'asile et déciderait de son propre chef de répartir les demandeurs d'asile au sein des États membres. Et donc je pense que ça va à l'encontre de ce que vous proposez. Donc par cohérence idéologique avec le parti que vous représentez, je vous propose d'avoir un avis défavorable sur votre propre amendement. On va passer au vote sur les 4 amendements successivement. Alors sur l'amendement numéro 12 de Madame Regol, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 8 du rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Alors du coup, sur l'amendement numéro 16, il y avait une proposition d'amendement de l'amendement par monsieur le rapporteur. Est-ce que vous pouvez peut-être redire clairement pour que ce soit clair sur le compte-rendu? Bien sûr. Et ensuite, monsieur Haddad nous dira ce qu'il en pense. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose simplement qu'à la suite de la proposition de réécriture dans l'amendement numéro 16 présenté par monsieur Haddad et les membres du groupe Renaissance, d'ajouter après sauvetage en mer et que soit ouvert un débat européen sur l'évolution du mandat de Frontex. Fermez les guillemets. Alors, est-ce que l'auteur de l'amendement peut s'exprimer? Oui, ça nous paraît être un bon compromis. Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 16, donc complété de la proposition du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 20, qui est pour? Ah, il tombe. Ben voilà. Pardon. L'amendement numéro 9 du rapporteur. Merci, Monsieur le Président. L'amendement numéro 9, c'est un amendement qui souligne la nécessité de renforcer le travail de l'Union avec les pays tiers, dès lors que les réseaux criminels opèrent souvent depuis des États tiers le long des routes migratoires. Frontex déploie désormais des effectifs dans certains pays tiers via des accords de coopération, de même qu'Europol peut conclure des accords pour l'échange de données avec les États non membres de l'Union européenne. Il convient d'utiliser pleinement ces outils, notamment avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, afin de lutter contre les réseaux
de passeurs, d'où la petite précision après l'alinéa 9 que je vous propose. Madame Rigol. Je comprends le sens de la coopération, de l'agir a priori et pas a posteriori. Moi, ce qui m'inquiète dans l'angle que vous prenez, c'est que, par exemple, des personnes LGBT, QI+, qui cherchent à fuir des pays où l'on considère l'homosexualité comme quelque chose de non acceptable, ont besoin d'aide pour arriver à sortir. Ça peut être des associations, ça peut être des réseaux, qualifiez-les comme vous voulez, mais ce que vous faites, c'est dire que ces gens-là ne peuvent pas partir, que dans certains pays où la démocratie n'est pas une réalité, les opposants qui ont besoin de partir pour sauver leur vie, vous l'avez très bien dit, c'est pas forcément les personnes les plus pauvres, sont les personnes qui ont besoin de fuir et qui sont prêtes à risquer leur vie pour ça. À ce moment-là, on contribue à continuer à les criminaliser et on prend la responsabilité de faire en sorte que ces personnes n'aient plus aucun moyen de pouvoir fuir. Ça pose un problème humanitaire de taille. Est-ce qu'il y a un avis pour? Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui. Non, je ne suis pas certain que la rédaction que je vous propose empêchera les personnes que vous évoquez, quel que soit le motif pour lesquels ils désirent faire une demande d'asile dans tel ou tel pays ou estiment que leur vie est en danger pour une raison X ou Y, de partir des pays. Voilà, c'est une question d'amélioration de coopération pour, je le répète, faire en sorte de mieux démanteler les réseaux de passeurs. C'est aujourd'hui ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les réseaux de passeurs qui concourent massivement aux assassinats dans la mer Méditerranée soient mis hors d'état de nuire le plus efficacement possible et donc qu'on mette à disposition tous les outils et en particulier une plus grande coopération avec les États tiers. On va passer au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 21 de Madame Ménache. Merci Monsieur le Président. Alors ce nouvel alinéa a pour but en fait de pénaliser les actions des ONG qui participent en réalité au trafic humain et à l'immigration clandestine. Ces ONG, en fait, en promettant l'Eldorado à ces gens, à ces personnes, les mettent en grand danger et effectivement participent à un trafic humain qui est absolument scandaleux et qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper et rapidement par tous les moyens. Merci. Est-ce qu'il y a des avis sur cet amendement? Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce sera un avis défavorable parce que le trafic de migrants est en fait déjà pénalisé au niveau international et européen par la Convention de lutte contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, qui a été adoptée le 15 novembre 2000, ainsi que le protocole du même jour destiné à la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Ces dispositions obligent les États parties à ériger en infraction pénale les actes constitutifs de trafic illicite de migrants et à protéger les droits des personnes qui en ont été l'objet à l'échelle européenne. L'article 79 du TFUE donne compétence à l'Union pour lutter contre l'immigration illégale. C'est ainsi sur ce fondement de cette base juridique que le droit de l'Union européenne prévoit la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. Chaque État membre doit adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de quiconque aide sciemment un ressortissant d'un pays tiers à pénétrer ou transiter irrégulièrement sur le territoire de l'Union. En ce qui concerne le droit français, il pénalise également l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier à l'article L622-1 du CESEDA. Elle est punie de 5 ans d'emprisonnement, de 30 000 € d'amende et de 10 ans d'emprisonnement assorti de 750 000 € d'amende si le délit s'accompagne d'une bande organisée ou d'un abus de vulnérabilité. En revanche, la pénalisation de l'aide à la circulation au séjour irrégulier commis dans un but humanitaire ne serait pas conforme aux principes constitutionnels français. Et je vous renvoie à la décision numéro 2018-717/718 du 6 juillet 2018 qui répondait à une QPC qui a consacré ce droit. Merci. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est rejeté. 2 amendements pourront être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 13 de Madame Rigol. Oui, merci. C'est encore un amendement de suppression, cette fois de l'alinéa 11. La pratique du conditionnement des aides peut être intéressante. Là, il nous semble qu'elle contribue plutôt à aggraver les choses plutôt qu'à aider quoi que ce soit. L'amendement 18 de Monsieur Haddad.
Merci. Cet amendement apporte deux modifications. La première, c'est qu'on élargit au-delà simplement de la question de l'Union africaine, cette question du conditionnement. Et on détaille un petit peu plus les leviers et les outils dont l'Union européenne dispose en phase en fait avec la plupart des décisions du Conseil européen pour pouvoir conditionner ces soutiens à la coopération avec des pays tiers, que ce soit diplomatie, développement, commerce, visa et immigration légale. Est-ce qu'il y a des avis sur ces amendements? Non. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Alors en ce qui concerne l'amendement numéro 13 de notre collègue Sandra Rugol, j'ai un avis défavorable. Je rappelle que l'Union européenne représente près de 50% de l'aide publique au développement mondial. L'Union européenne consacre 300 milliards d'euros sur la période 2021-2027 à travers un plan d'investissement dans les pays en développement. Une partie de ce montant pourrait être conditionnée à une plus grande coopération en matière migratoire qui serait évaluée sur la base de critères objectivables, comme le nombre de laissez-passer consulaires délivrés par ces pays. Et je pense que vous êtes partie d'une coalition qui trouve que avoir des objectifs contre des aides est quelque chose qui est plutôt encouragé. Donc je vous propose d'appliquer ce que vous proposez pour certaines entreprises françaises, par exemple. Et sur le 18, c'est en effet un amendement qui précise un peu plus, qui élargit le champ, donc j'y suis favorable. Allez, on va passer au vote. Donc sur l'amendement 13, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 18, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 10 du rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera le dernier. C'est pour simplement appeler les co-législateurs de l'Union à adopter le pacte sur l'asile et la migration avant la fin de la législature 2024. C'est-à-dire rappeler que ça doit demeurer ce pacte une priorité de l'Union et donc inciter notre gouvernement en particulier à pouvoir agir en ce sens. Monsieur Haddad, une remarque? C'est une priorité de la France, c'est un sujet qui a avancé durant la présidence française de l'Union européenne, donc nous soutenons cet amendement. Est-ce qu'il y a un avis contre? Madame Ménache? Ah non, pardon, c'était encore les avis. Allez, on va passer au vote. Qui est pour l'amendement 10 du rapporteur? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons terminé l'examen des amendements. Je vais mettre donc aux voix l'examen de l'article unique, donc de la proposition de résolution ainsi amendée par les amendements que nous avons discutés. Qui est pour? Qui est contre? Le texte est adopté. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous voulez faire une petite intervention de conclusion? Et après, restez juste quelques instants. Il y a un dernier point très rapide à l'ordre du jour. Merci, monsieur le Président. Simplement remercier évidemment l'ensemble des personnes qui ont contribué à la rédaction de cette proposition de résolution européenne. Mon groupe, les Républicains, d'abord, parce qu'on était à l'origine, puis tous les députés qui ont pris part, que leurs amendements étaient adoptés ou non. L'administratrice, évidemment, qui a fait un travail remarquable. Et vous avez la chance, monsieur Lescaut, monsieur le Président, d'avoir des administrateurs, vous le savez, parfaitement efficaces. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec des administrateurs de ce niveau. Merci, monsieur le rapporteur. Et donc, nous en arrivons au troisième et très rapide dernier point de l'ordre du jour. Nous devons nommer un rapporteur d'information sur le projet de loi de programmation militaire. Pour ce rapport, la commission a été saisie de la candidature de notre collègue Louise Morel du groupe démocrate. Est-ce qu'il y a des objections à sa nomination? Vu qu'il n'y a pas d'objection, Madame Morel sera donc rapporteur pour avis de la LPM. Je vous remercie et vous souhaite une bonne après-midi.